souvent, c'est ce qui est stable. Et notamment, j'ai écouté le téléphone sonne, non, c'était hier matin ou je sais plus quand c'était dans la journée. Enfin bref, il était question des conséquences psychologiques du confinement. Non pas version petite famille qui a du mal à supporter, mais c'était au contraire c'était une maman qui téléphonait, qui était inquiète au sujet de sa fille, qui était nouvellement arrivée, qui était loin d'elle, qui allait mal et qui ne répondait plus beaucoup aux appels téléphoniques de sa mère, alors qu'elle n'a aucun ami sur place, aucun collègue de travail, qu'elle travaille en télétravail, qu'elle fait le boulot de 4 ou 5 personnes. Et donc sa mère était très... Le tel ce matin. Alors, si je parle de ça, c'est parce que il y avait des psychologues qui étaient là, qui ont donc commenté, qui ont répondu, qui ont donné des pistes tout à fait intéressantes. Donc je vous recommande d'aller réécouter tout ça. Je tiens juste à préciser que il y a la Croix-Rouge qui au-delà au-delà du coronavirus, propose un numéro vert d'assistance téléphonique. Donc vous allez sur le site de la Croix-Rouge et il y a un service psychologique. Aucun commentaire négatif à faire sur le sujet, bien au contraire, évidemment. Sachant que en temps normal, quand quelqu'un clenche la porte d'un psy, déjà il est sur une liste d'attente. Parce que le problème des deux villes remboursées par la sécurité sociale, on sait toujours pas où ça en est. Hein. Il y a quelques années, ils se bouffaient le nez entre psychanalystes et psychologues parce que chacun revendiquait d'en avoir seul sachant que les psychologues n'étaient que des salariés dans des structures. Et c'est comme ça que j'ai fait moi à Duclair, hein, avec l'hôpital de jour. Et donc il était question, avant que l'épidémie n'arrive, que les psychologues soient remboursés par la sécurité sociale, mais on ne sait pas où est-ce que ça en est. J'en ai plus entendu parler. Bon, toujours est-il que ce que fait la Croix-Rouge là, donc il y a une formation, donc les gens qui vous prennent au téléphone, ce sont des gens qui sont compétents. Simplement, moi j'émets une réserve particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. Donc je présente juste un écueil auquel il faut attention. Alors eux, je suppose, en temps normal, hors épidémie, si vous voulez, ce qui c'est que ils répondent au téléphone. Mais ils veillent, je suppose, à ce qu'il y ait un roulement et à ce que la personne n'ait pas toujours la même personne de façon intentionnelle. Je pense qu'avec la situation de crise que nous connaissons là, je pense au contraire, moi, qu'il est important que les gens qui sont bénévoles pour soutenir psychologiquement des gens qui vont très mal, je parle pas de gens qui sont stressés parce qu'ils supportent pas la solitude, puis bon, comment je vais faire, je peux pas aller. Non, il y a des gens qui sont dans une détresse psychologique très grave actuellement et qui devraient éventuellement arriver aux urgences pour arriver à l'HP peut-être parce que ils risquent de se foutre en l'air par exemple et que ces gens-là ne méritent mieux que quelqu'un de très compétent mais de ponctuel. Je veux dire par là qu'au stade où on en est là, il faut que quand quelqu'un est bénévole sur une plateforme, s'il a quelqu'un au téléphone et qui lui dit appelle par exemple tous les jours à la même heure, est-ce que vous êtes d'accord et que la personne qui va mal dit, il faut absolument que ce bénévole puisse chaque jour rappeler cette personne. Pour un bénévole, mieux vaut aider 5 ou 10 personnes chaque jour, le rappeler et être sûr du suivi, plutôt que de vouloir garder un fonctionnement coutumier, si vous voulez, où je pense, il est probable que justement il veille à ce qu'il n'y ait pas ce suivi pour dispatcher dans les différentes possibilités qui s'offrent. Je ne sais pas comment ils gèrent, hein, parce que moi j'ai jamais eu affaire à eux. Alors vous me diriez, je pourrais être bénévole. Bah oui, mais sauf que moi, dès l'instant que je me propose pour être bénévole quelque part, en dernier recours, on me dit ah ben non, on est désolé, c'est pas possible. On m'a encore fait le coup il y a 2 jours. Hein. Donc voilà, moi je peux pas faire plus que ce que je sais. Je sais juste que quand quelqu'un souffre, ce qu'il a besoin, c'est de suivi. La nana dont parlait la maman hier, là, elle n'avait aucun ami ni aucune famille à qui téléphoner. Parce que ça existe. Vous avez des gens,
qui ont perdu leurs parents, qui depuis plusieurs générations viennent, qui sont simplement qui sont pas affectives, qui sont pas attentionnées, qui sont pas bienveillantes, et donc qui n'ont personne à qui téléphoner. Donc c'est grave, parce que ces gens-là, quand ils souffrent, ils ont rien. Ils ont rien à quoi se raccrocher. Donc c'est extrêmement grave. Donc moi je pense que là, dans la situation où on est, si vous avez des bénévoles qui, bon déjà en tant qu'amis, hein, quand vous avez des gens autour de vous, dans votre groupe de potes, etc., vous avez des gens qui sont seuls, vous savez qu'ils s'entendent mal avec la famille, il faut prendre de leurs nouvelles par téléphone absolument. C'est hyper important. Vous pouvez juste leur sauver la vie, quoi. C'est juste ça, quoi. Le simple fait de donner un coup de fil, ça peut juste sauver la vie de quelqu'un. C'est sauver la vie, franchement. Bon, puis en plus, au téléphone, vous risquez pas d'attraper grand-chose, vous n'avez pas besoin d'avoir le masque. Hein. Voilà. Bon, donc c'est quand même hyper important. Là, je pense que dans la situation où on est, il faut veiller à ce que justement ce soit régulier. Au contraire. C'est juste hyper important. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il faut que je vous parle du fait de... Alors, ce matin, avec Ali Rebellis, sur France Inter, c'est qu'est-ce que la culture vous apporte, comment la culture peut vous aider, etc. Alors, c'est super, hein, je trouve ça vachement bien, les gens qui appellent pour dire « je vous recommande tel bouquin, etc. Je vous recommande des haïkus, etc. Merci pour le clin d'œil, etc. » Super, super. Mais franchement, quelqu'un qui est sur le point de péter les plombs gravement, qui est peut-être en situation d'addiction, ou qui va mal de façon plus profonde, c'est pas avec un bouquin, avec des haïkus qui va s'en sortir. Je veux dire que quand on est dans un état de dépression latent, généralement, tout ce qui est artistique, justement, on n'y a plus accès, parce qu'on n'est plus en état de le faire. Et c'est ça qui est grave, justement. Alors, je suis pas en train de critiquer ce qui est fait ce matin, c'est pas du tout ça. Mais entre quelqu'un qui va pas bien et qui a la possibilité de l'extérioriser, de pousser un bon coup de gueule, et puis et de mettre les choses au clair, et puis voilà, 2 heures après, au besoin on chiale un bon coup, comme ça m'est arrivé encore hier, et puis après on repart, voilà, on rencranche la première, et puis c'est bon. Et puis quelqu'un qui est en état de dépression, les gens qui sont, moi la première, c'est pas particulièrement de dépression dont je veux parler, mais si je sens que au bout d'une journée que je suis toute seule chez moi, le simple fait d'aller dans un café, je vais voir des gens autour de moi, ça suffit à faire mon ordinateur, je rentre, ok, ça n'est pas possible aujourd'hui, là, d'accord? Ça n'est pas possible. Donc, cette personne-là, si jamais elle n'a pas la possibilité de faire à quelqu'un, et si elle va vraiment mal, elle refuse même éventuellement de répondre au téléphone, moi ça m'arrive de le faire hein, pendant quelques heures, quelquefois, et puis je réparais au bout de 2 heures, hein, pas s'affoler, mais il faut faire très attention à ça, quoi. Je pense qu'il est souhaitable que si une personne fait du bénévolat au téléphone dans une association, je pense qu'il faut qu'elle rappelle la personne tous les jours, parce que il faut qu'il y ait un lien qui se crée en urgence là, hein, pour le coup, en urgence. C'est hyper important. Bon, maintenant, moi j'ai un truc auquel je voulais parler, mais on m'a soufflé la politesse. Oui, c'est ça. Ouais. Bref, tenir un journal. Bah oui, évidemment, c'est le truc tout bête. Hein. Moi, je suis allée faire quelques courses il y a quelques jours et je me suis acheté un joli cahier, tout neuf, tout simple. Je vais vous montrer. Je me suis acheté un beau cahier. Un beau cahier. Alors, moi, j'ai pas fait les choses à moitié. Hein. J'ai carrément pris un grand format, un beau cahier. Et je vous raconte pas toutes les conneries que je vais pouvoir écrire dedans, hein, franchement. Non, parce que ma vraie nature, c'est quand même de sortir des conneries. Mais quelquefois, je suis obligée d'être sérieuse, hein, comme aujourd'hui. Mais autrement, j'adore écrire des conneries et surtout les raconter. Bon, mais un vulgaire cahier de brouillon fait très bien l'affaire. D'accord? Bon, alors, pour quelles raisons des personnes n'osent pas tenir un journal? D'accord? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'osent pas? Généralement, les gens qui n'osent pas écrire dans un journal pour tenir un journal, ce sont des gens qui ont une expérience de l'écriture qui n'a pas été heureuse, ou surtout, ils n'ont jamais éprouvé un sentiment de liberté par rapport au fait d'écrire. Alors ça, je peux particulièrement bien vous en parler, parce que moi, jusqu'à l'âge de 40 ans, je faisais tellement de fautes d'orthographe que c'était juste une catastrophe, vraiment, et au point que j'en faisais un complexe, hein, je m'entendais dire, de toute façon, tu t'arrêtes pas de faire des fautes, jusqu'au jour où ma fille est née, merci Clémentine,
je balance ce matin. Clémentine m'a littéralement engueulé comme du poisson pourri, quoi. Elle m'a dit, tu arrêtes avec ça. Tu fais pas de faute. Elle m'avait sur ce ton. Enfin bref, ça m'avait complètement secoué, quoi. Je m'étais dit, mais après tout, pour quelle raison je dis ça? Ça m'a aidé à prendre conscience, en fait, que de toute façon, c'était pas. Je savais, enfin, j'étais déjà en travail avec le psy, faut dire. Est-ce que j'écrivais déjà à Thomas à cette époque-là? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Je sais juste que moi, j'ai commencé sur Internet à ouvrir. J'ai commencé à participer à des forums. J'ai commencé ensuite à tenir des blogs, plusieurs blogs, qui sont encore consultables d'ailleurs sur Internet. Mais je me souviens de l'époque parce que je suis dyslexique en plus. D'accord? C'est pour ça que j'ai du mal à lire. Et je me souviens que quand je rédigeais un article, c'est incroyable à quel point ça me faisait du bien. Je ne partageais jamais de choses intimes, par contre, je précise. C'est pour ça qu'il y a une différence entre tenir un journal et écrire sur un blog. Ça n'est pas la même chose. Vous êtes libre de mettre des choses intimes sur un blog, regarde, mais vous assumez après. Je veux dire, tenir un blog, par exemple, pour régler des comptes, sincèrement, je pense pas que ce soit souhaitable. Enfin, moi, personnellement, je vous le déconseille. Mais bon, il vaut mieux travailler avec un psychologue. Évidemment, c'est pas par les temps qui courent. Là, je parle d'urgence. Dans un contexte de confinement. Dans un contexte de confinement, il y a des gens qui iraient beaucoup mieux avec simplement un vulgaire petit cahier. D'accord? Si vous faites 4 fautes dans un mot de 4 syllabes, vous savez quoi? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Vous pouvez même en faire 5 fois plus si vous voulez. Ça ne me dérange absolument pas. Vraiment, je vous assure. Je veux dire par là que quand ma fille m'avait secoué de cette façon-là, sur ce sujet, j'avais pris conscience de quelque chose d'extrêmement important, justement. C'était que le fait de faire une faute ou des fautes dans une phrase, ça n'altérait en rien la raison profonde pour laquelle j'éprouvais le besoin de l'écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un vous envoie un SMS en disant « je t'aime » apostrophe M majuscule, il vous écrit « je t'aime », au niveau de la signification, qu'est-ce que ça change? Franchement, qu'est-ce que ça change? Ce qui importe, c'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est pas le fait qu'il y ait des pleins et des déliés. C'est pas le fait qu'il y ait des rimes. Hein, bon. Oui, quand c'est bien enveloppé, c'est encore mieux. On est bien d'accord. Je suis d'accord. Quand c'est bien enveloppé, c'est encore mieux. Mais n'empêche que l'essence même de ce qu'on a à dire peut se passer d'une belle orthographe. Surtout quand on souffre. Surtout quand on va mal. Dès l'instant que vous souffrez ou que vous avez mal, quelle que soit la façon, la méthode que vous utilisez pour que ça sorte, ce qui importe, c'est que ça sorte. D'accord? Quand vous avez une plaie et vous voyez qu'elle est infectée, vous allez la désinfecter, vous n'allez pas vous soucier de savoir si le coton que vous allez retirer ou la gaze que vous allez retirer, il va y avoir du pus, du sang ou quoi que ce soit. Non, vous allez nettoyer la plaie. D'accord? Bon, eh ben là, c'est la même chose. Il faut que vous sortiez ce qui vous blesse. Alors, ce qui m'a beaucoup interpellé dans le cas de la jeune fille, enfin, la maman qui s'inquiétait pour sa fille hier justement, ça a mis l'accent sur un truc particulier qui réside dans le fait que avant que cette épidémie nous tombe dessus, vous aviez des gens qui déjà n'allaient pas très bien. D'accord? La reine n'allait pas très bien, ils ne la connaissaient pas nécessairement. Souvent, enfin quelquefois, ils étaient dans le déni, pour certains. Pour beaucoup, il y avait un problème d'addiction, déjà, à l'époque. Donc, addiction soit au cannabis, soit à l'alcool, ou à autre chose. Bon. Moi, je ne suis pas leur psy, hein. D'accord? Je ne suis pas leur psy. J'explique simplement que quand l'épidémie nous tombe dessus, là, vous avez des gens qui ont déjà un passif de certaines souffrances qui représente une valise extrêmement lourde à assumer. Et qu'évidemment, la contrainte du confinement, du coup, évidemment, vient s'ajouter à ça. Et c'est là que réside le problème. Quelqu'un
qui va bien, d'ailleurs c'est ce que André, je me souviens plus de son prénom, sur France Inter. Et ce matin, il disait, ah bah ouais, même pour moi, c'est un petit, comment ça m'a fait rigoler avec ça. Oui, c'était marrant, c'est marrant de voir les psys un petit peu en difficulté, c'est quelque chose de rassurant, je trouve. Hein. Bah oui, les psys sont comme les autres, hein, en fait. Hein. C'est ça la bonne leçon à retenir. Christophe André, je savais bien qu'il manquait quelque chose. Et le problème réside dans le fait que ces souffrances qui sont passées, il faut trouver le moyen de les gérer en urgence, là, maintenant, parallèlement que le confinement. C'est le problème. Et c'est pour cette raison que je suis inquiète, parce que ces gens-là, cette jeune femme-là, qui visiblement assume le travail de 4 ou 5 personnes et est complètement exploitée dans son entreprise, c'est mon point de vue personnel, en détresse psychologique évidente. Sa maman était très inquiète. Cette personne-là, si elle appelle la Croix-Rouge pour avoir un soutien psychologique, et que si elle appelle chaque jour qu'elle a une personne différente, ça va être comme pisser dans un violon. Voilà. C'est-à-dire que il faut absolument, je dis bien absolument, que le numéro vert de soutien psychologique qui doit être mis en place, parce qu'hier matin, et ça a été évoqué, donc je pense que c'est à l'étude, il faut absolument que ce soutien psychologique qui est proposé aux gens qui souffrent vraiment puisse assurer un suivi individuel. C'est hyper important, hyper important. On peut très bien imaginer que par l'intermédiaire de Skype, par exemple, il y ait des consultations de psy. Pourquoi pas? Qu'ils aient toujours, parce que la consultation d'un psy, c'est toujours au même endroit, dans la même pièce, en principe. D'accord? C'est pour ça que si vous croisez votre psy dans la rue, par exemple, vous n'allez pas le reconnaître, souvent. Moi, je sais parce que j'ai expérimenté une fois, accidentellement. Et c'est seulement je dis, mais c'était lui. Et c'est très très bizarre, mais c'est comme ça. Et on peut parfaitement imaginer des consultations psy sur Skype, par exemple. C'est tout à fait faisable. Encore faut-il que ce soit proposé. Et moi, je pense sincèrement que c'est tout à fait quelque chose de tout à fait réalisable. Ensuite, il faut effectivement que la personne ait envie et qu'on puisse le lui proposer. Mais moi, je pense qu'il faut absolument en arriver là aujourd'hui. Parce que là, il va vraiment y avoir de gros dégâts. Hein. Parce que là, au niveau des hôpitaux psychiatriques, avec en plus de l'épidémie, je suis vraiment très inquiète. Hein. Alors, je signale juste que tout le cirque que j'ai fait au niveau des masques, il y a une semaine, hein, au sujet des masques que les gens faisaient eux-mêmes, etc. J'ai vu hier aux infos qu'il y avait des entreprises qui en faisaient bénévolement et qui les offraient aux gens. Mais ils les offrent. Hein. Les gens, ils étaient ravis. Hein. Ils savent qu'ils sont pas homologués, d'accord? Ils le savent. N'empêche qu'ils sont ravis quand même. Hein. Bon, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Bon, moi maintenant j'ai une machine à coudre, je vais pouvoir m'en fabriquer quelques-uns. Je vais m'en faire avec des petites fleurs, moi, d'accord? Bon. Et si jamais je postillonne à l'intérieur de mon masque, et ben c'est autant de postillons qui n'iront pas sur des choses, sur des objets ou quoi que ce soit, si jamais je vais faire mes courses. Mine de rien. Bon. N'empêche que ce matin, j'ai expliqué à Thomas pour être tout à fait clair, je lui disais, mais je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui ont piqué des cartons de masques et qui veulent faire la culbute dessus et qui vont essayer de les revendre au noir. Mais c'est gros comme une maison. Ce matin, j'écoute les infos, qu'est-ce que j'entends? Exactement ça. Voilà. Oui, le téléphone sonne, mais ça attendra. Voilà. Bon, sinon, attendez, je reviens. Numéro masqué, c'est la curatelle, et ben elle attendra. Je suis désolée. Bon, sinon, j'avais d'autres choses à vous dire. Oui, alors au sujet de la faute d'orthographe, moi j'en ai fait un calligramme. Donc je vais le mettre sur la vidéo. Enfin bon, les gens qui me connaissent le connaissent ce calligramme-là. Dans le mot faute d'orthographe, en fait, j'ai dû faire 7 ou 8 fautes. Voilà. Donc les gens qui font plein de fautes, ils adorent en général. Ils aiment beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis très, très, très fière, en fait. Bon, autrement, j'ai d'autres choses à vous préciser aussi. Les associations, actuellement, recherchent des bénévoles jeunes, si possible. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à avoir une vie associative, à être actifs dans une vie associative quand ils entrent en retraite. Et le problème, c'est que, évidemment, les gens, on sait
ferait visiblement plus de dégâts à partir de 60 ans et plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas avant, mais il en fait après. Donc le résultat, c'est que les personnes âgées qui représentent un fort pourcentage des bénévoles se trouvent en toute première ligne. À mesure du possible, on évite de les exposer et on évite de les mettre, de les exposer justement, et on les renvoie un peu dans leur foyer. Mais pour ça, encore faut-il qu'il y ait des bénévoles plus jeunes qui prennent leur place. Donc les associations recherchent des bénévoles plus jeunes. Donc si vous avez du temps à donner, voilà, vous prenez contact avec les associations. Ensuite, je vous recommande d'aller écouter un monsieur qui a parlé ce matin, j'ai pas relevé son nom, c'est le président de la SACEM, qui a parlé au sujet des intermittents du spectacle et qui a dit des choses tout à fait. Alors moi, je suis particulièrement interpellée par pour une raison particulière. Thomas Fersen avait participé à un article dans Le Monde, avant la crise, où il expliquait que par le streaming, en fait, les auteurs, compositeurs, enfin lui il est interprète, donc c'est encore un peu différent, mais les auteurs en général, dont je fais partie et qui attendent toujours, je vous signale, d'être édités, enfin les gens qui ont les gondoles dans les magasins attendent d'être édités à cause de la crise. Alors que moi, que ce soit pareil pour moi, après tout. Je sais pas si je sais pas si c'est moi qui me hisse à leur niveau ou si c'est eux qui descendent au mien en fait. La question mérite d'être posée. Je trouve ça drôle. Excusez-moi, mais personnellement, je trouve ça drôle. Bon, bref. Mais faut aller écouter ce qu'il a dit parce que c'est tout à fait intéressant. Mais là où je suis, comment dire, perplexe, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, on est en train de... Je me mets à la place d'un addictologue aujourd'hui. Franchement, ça doit être vraiment complexe à gérer. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui étaient addicts aux écrans et qui refusaient le monde réel d'une certaine façon. Et là, on se rend compte qu'on demande aux gens d'être confinés chez eux, donc de renoncer à aller serrer la louche, faire la bise, etc. Et on leur dit allez vers les écrans. Donc évidemment, c'est assez complexe et je sais pas trop comment me démerder entre guillemets avec ça, quoi. C'est assez compliqué. Mais donc moi je suis quand même très interpellée parce que là aujourd'hui, s'il y a justement une condition dans laquelle où les chanteurs, les musiciens et les auteurs aujourd'hui vont être spoliés, c'est bien par l'intermédiaire du streaming, d'internet, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un chanteur, parce que maintenant quelqu'un qui sortait un il y a Diane de Poitiers, née dans une rose, au hasard. Et il y avait une logique, c'était un tout, voilà, on présentait, et maintenant tout est coupé en confetti, quoi, d'accord? Donc on peut écouter un morceau, voilà. Et puis on a des playlists, d'accord? Sauf que l'auteur en question, quand vous cliquez sur votre truc sur Spotify ou Deezer pour écouter un morceau, eh ben l'auteur, lui, il gagne quasiment rien là-dessus, quasiment rien. Et alors, ce qu'avait expliqué Thomas Fersen, c'était que justement, il se rattrapait par les concerts. Tout est annulé. Tout est annulé. Alors ces gens-là vont vivre de quoi? Alors là, vous me direz, après, ça paraît... Oui, enfin, je prêche pour ma paroisse, sauf que ma paroisse, pour l'instant, je touche rien les chiffres d'affaires de Thomas Fersen, moi, j'en touche rien. Ou bien alors, on m'aurait menti. Pour l'instant, je touche rien, mais je veux dire, c'est juste ce que j'observe, quoi. Lui, il l'a expliqué, mais il y avait Lou Doyon aussi qui en avait parlé par Jupiter, je crois, il me semble. Elle en avait parlé et elle expliquait que c'était juste du crève-la-faim, quoi. Le système du streaming. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas saisir la crise justement pour remettre un peu les pendules à leur place, comme disait Johnny, ou l'église au milieu du village? Parce qu'il y a un truc qui colle pas, là, c'est pas possible. Alors, au niveau, pendant qu'on y est, on va vider notre sac un petit peu, là. Qu'est-ce que ça donne au sujet d'Amazon, là? Parce que hier, je suis allée laver mon linge à la laverie. Je peux pas faire autrement, j'ai pas de lave-linge à la maison. Qu'est-ce que je vois? Opportuniste, le gars. Alors, j'ai rien contre le monsieur, J'ai rien contre le monsieur en particulier, mais enfin, quand même, c'est dingue. Vous avez, dans une petite ville comme Pavilly, 3 commerçants qui arrivent à sauver les meubles en temps normal. Ils arrivent à sauver les meubles en recevant les colis de la vente par correspondance. Et lui, dans sa laverie qui est entièrement automatisée, a fait un
c'est un mur de Amazon pour que vous puissiez vous faire livrer vos colis sans qu'il y ait qui que ce soit selon la philosophie d'Amazon. Voilà. Donc, en gros, je schématise, il faut quand même objectivement, en installant ce mur d'Amazon là dans la laverie, il aide juste certains commerçants de pavillons à couler un petit peu plus vite. D'accord? Vous me suivez toujours là? Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est content d'avoir Internet et les écrans pour nous sauver la mise à cause de la pandémie. Mais la conséquence, c'est que justement, tous les géants d'Internet vont se faire des couilles en or. Que ce soit les plateformes de streaming, que ce soit Amazon, ou que ce soit les autres. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, non. Bon, Sylvain Tesson ce matin, la première victoire du virus, c'est la peur. C'est vrai. Mais la peur, ça a des bons côtés. Premièrement, ça nous avertit d'un danger, et donc ça nous aide à nous sauver notre peau. Aujourd'hui, le courage, c'est de dire « je ne sors pas de chez moi ». D'accord? Deuxièmement, la peur, survie, justement, elle est stimulante. Elle est stimulante pour être acteur de ce qu'on met sur pied, justement, pour s'en sortir et pour avancer et pour trouver des solutions. Alors, j'en reviens à un billet que j'ai refait il y a quelques jours au sujet de ma boîte à outils. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ce que je vous dis là, c'est hyper important. Mais c'est valable que ce soit des gens qui sont au bord du suicide, que ce soit des gens qui sont stressés, que ce soit des gens qui en peuvent plus d'être confinés chez eux, que ce soit des gens qui aillent mal, quelle qu'en soit la raison. Croyez-moi, je l'ai expérimenté. Et en de multiples façons. On a tous, au fond de nous, un potentiel qu'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire que, selon le trajet de vie qu'on a eu depuis notre naissance, on a été confronté à plein de choses. Des choses négatives, mais aussi plein de choses positives. Et surtout plein de choses qu'on s'est interdit ou qu'on a refusé de regarder au moment où c'était que notre culture, nos parents nous l'interdisaient, parce que la bienséance nous l'interdisait, parce que la politesse nous l'interdisait, parce qu'un conseiller d'orientation nous l'interdisait, parce que tel prof vous a fait taire à tel moment, parce qu'un tel vous a fait ça, parce qu'un tel vous harcelait, etc. Tous ces gens qui vous ont fait chier votre vie entière vous ont fermé des portes. Mais ces portes-là, elles n'ont jamais été fermées définitivement, en fait. Pour un peu, on pourrait même dire qu'elles sont entrouvertes. Donc à partir du moment où elles sont entrouvertes, il faut effectivement se faire violence et les ouvrir un peu plus. Quelquefois, c'est très long. C'est vrai. Mais un cahier vierge qui ne demande qu'à être rempli, je pense que c'est un très bon moyen de commencer. Alors, j'irai pas vous dire que plus vous faites de fautes, mieux c'est. Mais c'est pas loin. Mais c'est pas loin. Et pour terminer, je vais quand même vous montrer quelque chose, parce que mon petit cactus, ça, j'en suis super content, mon petit cactus. Je vous signale qu'à la forme qu'il a, ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle, vous savez, les cactus qu'il y avait dans les westerns aux États-Unis. Non? Bah si. Hein. Vous savez, les fameux cactus qu'il y a au Mexique et tout ça. Incroyable. Vous mettez un Playmobil à côté, ben ça y est, vous êtes au Far West, hein, je vous le dis. Vous êtes au Far West. Hein. Il faut peut-être avoir le courage de le voir aussi. Hein. Observer et de l'accepter d'être au Far West alors que je suis dans une petite maison en Haute-Normandie. Je suis avec un Playmobil à côté. Et puis voilà. Vous voyez bien que j'avais raison.